Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui témoigne de nos évolutions, de nos remises en question, qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Tiffany. Si vous souhaitez en savoir plus sur ses combats et son actualité, il va falloir écouter l'intégralité de l'épisode. Bonne écoute. Alors Tiffany, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton évolution à toi, de comment tu es passée de carniste à antispéciste. Et toi, comme beaucoup d'entre nous, tu as grandi carniste. Ah oui, ça je confirme malheureusement. Et j'aimerais que tu nous racontes la rencontre qui t'a permis de ne plus l'être. Alors j'ai été élevée effectivement par une famille qui prétendait être progressiste, mais qui en fait fonctionnait comme l'immense majorité de n'importe quelle famille. Et donc, soi-disant, on était une famille qui, je cite, aimait les animaux, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre famille, les gens avaient des chiens, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais évidemment que il y avait aucune réflexion sur qui est-ce qu'on mange, en fait. Et je dis bien qui est-ce qu'on mange, mais à l'époque, dans ma famille, on aurait dit qu'est-ce qu'on mange, évidemment. Donc, au départ, j'ai été éduquée comme ça. Et déjà, j'avais eu quand même des premières révoltes quand j'ai compris. En fait, il y a un moment donné où les enfants comprennent. Et en l'occurrence, j'aimais les plats au lapin, comme on disait dans ma famille. Et un jour, je suis rentrée dans la cuisine trop tôt. Et donc j'ai vu, j'ai compris, avec le squelette, la tête, j'ai compris que c'était pas du lapin, mais c'était une lapine ou un lapin. Et évidemment que comme j'avais des copines qui vivaient avec des lapines et des lapins, qui les emmenaient chez le véto, ou dont les parents dépensaient des sous pour les soigner, que je connaissais, qui avaient des prénoms, etc. En fait, j'ai fait le lien, ça m'a sauté au visage, quoi. Et je devais pas être très âgée, hein. Et donc j'ai réussi à négocier, mais c'était pas facile, de plus manger les personnes animales que je côtoyais par ailleurs. Donc les chevaux, les ânes, les lapins, en gros. Ce qui était déjà extrêmement compliqué dans ma famille. Donc voilà, mais sinon pour tout le reste, de toute façon, même si j'avais réussi à comprendre, j'aurais pas pu. C'était du genre, tu restes à table et tu mâches ton morceau de viande ad vitam aeternam jusqu'à ce que tu l'aies avalé. Ce à quoi effectivement mon petit frère, qui était un técalnin à poil long, m'a énormément aidé, puisqu'on avait des techniques pour qu'il mange à ma place. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenue féministe et donc je me suis battue pour que l'empathie ne s'arrête pas à la barrière de la forme d'un sexe. Et puis ensuite, j'ai continué à faire le lien avec l'antiracisme, avec l'anticlassisme, enfin plein de choses. Et puis un jour, on voulait partir en vacances au départ en Irlande et on va pour prendre un avion, hein. C'est très mal, mais voilà, à l'époque j'avais pas la même conscience, c'était il y a bien 13 ans maintenant, 14 ans même. Donc c'était notre premier voyage avec mon ami de l'époque et on a été un des premiers avions annulés à cause de Eyjafjallajökull, qui est le nom à peu près du volcan islandais qui avait pété à l'époque en avril 2010. Et donc nos vacances étaient annulées, qu'on avait prévues depuis longtemps, etc. Donc on décide, puisque c'est comme ça, on partira certes moins longtemps, mais on va partir quelques jours en Thalasso dans les Alpes, dans un hôtel à la Plagne. Et puis même le voyage jusqu'à là-bas, on va faire en sorte que ce soit sympa et on s'est arrêté manger au château de Fontainebleau, on a pris des petites routes, on devait dormir en Bourgogne au milieu de la route. On a pris des petites routes qu'on prenait jamais, etc. Et puis à la tombée de la nuit,
sur une petite route de campagne vers le village d'Urcy en Bourgogne. On voit une voiture d'abord qui nous fait des appels de phare. Et donc on se dit bon, il doit y avoir des flics, ouvre l'œil. Et puis on voit une masse noire au milieu de la route. Donc la nuit tombait, donc on distingue une masse noire au milieu de la route. Et puis on voit une voiture qui vient en contresens à nous et à la masse noire et qui l'évite de justesse. Donc on avance et puis on constate que c'est un grand chien noir. Et donc on se gare à côté et puis on va le voir et donc on voit qu'il a un regard hagard. Il regarde pas vraiment. Il nous regarde pas vraiment. Il a l'air d'être fatigué, vieux, assoiffé. Et donc la première chose que je fais, c'est que je lui desserre un collier qu'il a, qui était beaucoup trop serré. Mais il y a pas de médaille, il y a pas de tatouage. Et puis voilà, il continue à marcher un peu chancelant sur la route et là il y a encore une autre voiture qui passe et qui se rapproche dangereusement et donc on fait des signes, la voiture klaxonne genre vous êtes pas débile de laisser marcher votre chien au milieu de la route. Ouais. Voilà, donc on se dit bon, de toute façon on n'a pas trop de choix, il y avait que des champs autour, on s'approche et puis on ouvre la portière de la voiture et là pour la première fois cette personne me regarde dans les yeux, vraiment. Et je lui ai dit tu montes, et il est monté. Et c'était ma rencontre avec le plus grand amour de ma vie, qu'on a appelé Ponto, qui était un croisé bouvier-bernois. Pour décrire, je suis contre les mises en race, mais c'est pour décrire pour les gens un peu le type de personne. C'était un grand chien quoi. Et donc on se retrouve dans la voiture. J'avais même pas réfléchi à la potentialité que ça puisse être, une personne traumatisée, donc agressive ou que sais-je. On n'avait même pas réfléchi à ça. Et je dis à mon ami, mais quand même, on a un grand chien assis sur la plage arrière. Et je me retourne, je réfléchis, oui, c'est bien un chien, pas une chienne. Voilà. Et donc on s'arrête dans les villages autour. On dit voilà, est-ce que vous le connaissez? Non, personne ne le connaît. Alors c'est quand même des petits villages où tout le monde se connaît, quoi. Donc on passe devant le commissariat du coin, à Gevrey-Chambertin, et on est dans les vignes, tout ça. Et là, donc ça venait de fermer. Ça, c'est vraiment une des chances de notre vie, mais alors intense, puisqu'il devait être 20h05, quoi, et ça fermait à 20h. Et donc, il y a quand même un genre d'interphone. Donc, j'appuie, je dis voilà, bonjour. On vient de trouver, je disais ça comme ça à l'époque, maintenant je dis pas ça maintenant, mais on vient de trouver un chien sur la route, on voudrait vous le laisser pour la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que à l'époque j'ai 21 ans, donc je pense que le monde est beau, donc je pense qu'il est perdu, chouchou. Et qu'il y a des gens qui le cherchent et qui pleurent, qui paniquent, évidemment quoi. Et là le gars me dit avec cet accent typique que je pense qu'ils apprennent en cours de flic, parce que c'est pas possible que les flics de toutes les régions du monde aient le même accent, c'était très étrange. Le commissariat est actuellement fermé et vous avez deux possibilités, soit vous gardez l'animal pour la nuit et vous nous l'apportez au petit matin, soit vous le remettez sur la chaussée à l'endroit où vous l'avez trouvé. Donc là, je commence à hurler, à insulter le mec en disant « Mais assassin !» Qu'est-ce que c'est que ce conseil de merde? C'est quand même dingue. Et là, le mec dit « Alors, faites attention parce qu'avec la caméra de vidéosurveillance, je vois la plaque d'immatriculation de votre véhicule. » Je suis « Ok, ça va, bonne nuit. » Voilà. Et donc, on est reparti. Et juste à côté, il y avait... c'était chez mes beaux-parents de l'époque. Et donc, on débarque avec un énorme chien qu'on a rencontré 10 minutes avant. 20 minutes avant, quelque chose comme ça. Et la mère de mon ami, c'était pas une fan forcément des personnes animales. Et donc au départ on leur ment parce que si on leur avait dit qu'on venait de le rencontrer, un peu flippé. Donc on dit voilà, on l'a trouvé il y a une semaine, on cherche, voilà, bon bref. Donc on arrive à le faire rentrer et là on lui donne à manger ce qu'il y avait sur place à cette heure-là, c'est-à-dire des croquettes de la chatte de la maison. Et donc il en a mangé un maximum et il a beaucoup bu. Et là on découvre après ça qu'en fait il est plein d'énergie, c'est un jeune chien fabuleux, magnifique, mais alors d'une beauté confondante. Toute sa vie il sera connu comme, je cite, le beau gosse des Buttes-Chaumont par tout le 19e arrondissement. Voilà, et on voit qu'il est
extraordinairement intelligent. C'est-à-dire que on nous demande dans la famille, bon bah du coup comment est-ce que vous l'avez appelé, puis comment tu es censé le connaître depuis quelque temps, fallait que j'invente un nom. Et là je repense à un poème de Victor Hugo. À l'époque je ne savais pas que c'était l'agresseur qu'il était. Et il y a un poème qui s'appelle Ponto où il dit viens-t'en Ponto. Mon chien Ponto me suit. Le chien, c'est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête. Et en fait, il compare. Ça finit par et Ponto me regarde avec son œil honnête. Et c'est la différence entre la cruauté des hommes avec un petit H majuscule et l'humanité. En fait, l'humanimalité qu'elle y a dans l'œil de son chien Ponto. Et donc j'aimais ce poème et donc je dis Ponto. Et en fait, je pense que au bout de 5 minutes à dire son nom, il avait compris que c'était lui. Je ne sais comment. Donc, est-ce qu'il avait jamais eu de nom? Est-ce que son nom d'avant ressemblait? Je ne sais pas. Mais quand tu disais son nom sans faire l'intonation, il avait compris, en fait. Il a appris à donner la patte en 2 bouts de croûte de fromage. Enfin, tout était comme ça. Oui, parce que j'étais pas végane à l'époque, bien sûr. Mais voilà. Et donc, surdoué en plus, adorable, enfin bon bref. Et on arrive à négocier qu'il dorme avec nous dans la chambre, c'était extraordinairement compliqué parce qu'au départ elle voulait qu'il dorme dans le jardin, genre. Donc voilà, et il a dormi sur le tapis de la chambre ce soir-là et au milieu de la nuit, chose qu'il avait jamais refaite, il a paniqué. Je me suis rapprochée, j'ai dit ça va Ponto, t'as pas rêvé, t'es vraiment avec nous, t'es pas tout seul. Voilà, il s'est rapaisé, il a plus jamais fait ça. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il s'est dit j'ai rêvé. En fait, personne n'est venu me chercher, je suis toujours dans la galère. Et puis le lendemain matin, alors qu'il nous avait rencontrés qu'une vingtaine de minutes après mes beaux-parents, il était dans la voiture avant les valises. Enfin, il s'est dit allez, c'est bon, c'est ces deux-là, je lâche pas l'affaire. Et donc après, on a passé des coups de téléphone partout où on a pu, parce qu'encore une fois, on pensait qu'il était perdu. Donc chez les vétérinaires, tout alentour, les gendarmeries, les commissariats, les refuges locaux, la SPA nationale, on en laissait son signalement. Et à chaque fois qu'on tombait sur des expertes et des experts, donc à la SPA et plus des expertes d'ailleurs, au téléphone, à la SPA et dans les refuges, on nous disait écoutez, on prend le signalement, c'est adorable de donner le signalement, mais honnêtement, attendez-vous à l'adopter parce que c'est le premier jour des départs de la zone en vacances, de la zone Paris pour les vacances du printemps. On a des chiots qui arrivent, qui ont dû coûter 1500 balles il y a 3 jours, ne cherchez pas. Les gens abandonnent n'importe quel type de chien parce qu'on leur disait mais il est adorable, il est super beau, il ressemble à un chien de race. Enfin je veux dire c'est pas possible. Bien que ce soit pas possible non plus d'abandonner un vieux chien qui a la gale hargneux, on est d'accord. Mais n'empêche. Et on me disait non mais on prend, mais vous attendez pas à ce qu'on appelle. Bon tant mieux parce qu'au bout de 2 jours on était dingue de notre Ponto et donc on se disait pourvu que personne n'appelle. Et puis en plus lui il a dû se dire bonne pioche, ils vivent à la neige. Donc il s'était éclaté à la plagne parce que par une chance inouïe l'hôtel a accepté les chiens. Et là, c'était vraiment le début d'un conte de fées. Donc il y a eu des réglages à faire, mais très peu. C'est-à-dire, il était parfait, voilà, c'était lui quoi. Et en fait, c'est pourquoi j'ai raconté un peu et pourrais raconter plein d'autres anecdotes, mais vraiment incroyable. C'était un chien qui comprenait tout. Mais parce qu'on s'est mis à l'aimer si fort, j'aimais déjà beaucoup mon petit frère évidemment, mais c'était pas ma responsabilité, c'était pas mon enfant en fait quelque part. Même si je dirais que c'était pas que mon enfant, c'était aussi mon meilleur ami, c'était aussi mon coloc, c'était aussi, enfin voilà, on partageait tellement de choses, c'est à plein de places différentes, mais c'était aussi mon enfant en fait. Et on s'est mis à l'aimer si fort avec mon ami, on s'est dit mais enfin on l'aime pas parce que il a cette couleur là ou parce que il a cette taille là ou parce que c'est un chien. En fait, ce serait une poule ou une otarie et que ce serait la même chose. On l'aime parce que c'est une personne en fait. Et là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et donc ça a été le déclencheur. Alors après on a été assez vite vers être vraiment végétarien, mais comme mon ami était dans l'énergie climat, genre la première semaine on a arrêté la viande rouge qui pollue plus soi-disant, après la viande blanche pour avoir les cadavres, enfin voilà ce que je veux dire, les cadavres de volatiles, ensuite le poisson, après on s'est rendu compte que les moules avaient pas très envie d'être ébouillantés non plus, mais bon tout ça s'est fait en un mois genre, mais bizarrement c'est nul, mais on a dû faire par étapes, voilà, ça fait partie des trucs pourris que j'ai fait dans ma vie. Et les poissons c'est quelque chose que vous aviez conscientisé aussi parce que c'est souvent les poissons. Oui je te dis on a fait pareil, enfin c'est en 3e juste avant les moules quoi, c'était voilà.
Donc viande rouge, viande blanche, poisson et moule, tout ça en un mois, donc assez rapproché, mais c'était vraiment débile de mettre ce genre d'étape, évidemment. Et alors, gros déni sur les produits laitiers, genre aucune connaissance et puis aucune curiosité de chercher. Enfin, je sais pas, c'était pas dans mon logiciel. Trop bizarre. Mais c'est assez peu de temps après quand même, on n'est pas resté très longtemps que végétarien, et donc très peu de temps après il y avait une manifestation, je me souviens c'était pour Jacqueline Sauvage, donc ça date, une sœur féministe antispéciste, je l'appellerai M parce que je sais pas si elle veut être nommée, mais en tout cas clin d'œil, je pense à elle, et donc M, je la retrouve en manif et je devais aller manger chez des copines après, et je lui dis bah tiens viens. Sauf que c'était des lasagnes végétariennes, et donc nous très fiers on dit t'as vu c'est végétarienne, et là elle nous bousille la gueule parce qu'évidemment il y avait de la crème non végane, enfin de la crème animale, de la crème criminelle quoi, et là elle fait ce qui marcherait vraiment pas avec beaucoup de gens, parce qu'elle nous a vraiment pourri, mais tu sais avec les mots criminels et tout ça, en hurlant, enfin mais donc, je pense pas que chez mes copines ça ait marché, mais moi j'étais mûre et ça me va en fait. Et donc je me suis pris ça, je suis rentrée à la maison. Pareil, j'ai regardé Ponto. Et puis je pense que j'ai eu un déni juste de la soirée. J'ai fini le fromage qui était dans le frigo, quoi. Voilà. Et le lendemain, j'ai annoncé à mon ami, bon bah ça y est, on est vegan. Donc il me dit mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est-à-dire voilà. Et donc je lui explique. Sans l'incendier autant, mais enfin de manière lapidaire, parce que et puis en plus t'es censé être pro-féministe, il se trouve que c'était un homme celui-là, donc t'es censé être pro-féministe, il s'agit quand même d'exploiter les femelles, donc en fait c'est terminé, donc t'as même pas ton mot à dire, enfin je veux dire voilà, attends, stop, et donc on est vegan, point. Donc là il dit rien, il part de l'appartement, je me dis bon bah vas-y, va te promener. Il revient, il va directement dans la cuisine et il ferme la porte, chose qu'il faisait jamais. Donc de fermer la porte, pas d'aller en cuisine. Oui. Et donc je me dis bon bah écoute, j'avais autre chose à faire, enfin voilà. Et là il sort au bout de je sais pas 2 heures, il sort de la cuisine avec un plateau de fromage. Donc de fromage, il avait été acheté direct le livre de Marie Laforêt pour faire des fromages vegan. Et il en avait fait un au lupin, bref, il en avait fait plusieurs sortes quoi. Et il vient avec son bateau de fromage et on goûte, c'était vachement bonne. Et là, il me dit bon ça va, on est vegan. J'y vais été au courant, ça aurait été pas bon, on aurait été vegan aussi. Il fait oui, mais moi ça me rassure. Bon voilà, et on n'a plus jamais reparlé. Ouais. Donc ça s'est fait quand même assez vite. Mais le point de départ, c'est vraiment de ça. C'est souvent on me dit mais pourquoi t'es devenue vegan? Bah par amour. Moi c'est ça mon déclic. Il y a des personnes et c'est bien que ça existe aussi, qui vont devenir véganes en voyant les images atroces des abattoirs. Il y a des personnes, ça va être pour le climat. Encore que ça, d'expérience, ça tient pas en fait. Enfin, ça tient peu. La vraie raison, c'est pour les personnes animales en vrai. Les gens qui tiennent, j'ai l'impression que c'est ça en immense majorité. Effectivement. Il y a des études qui ont été menées et qui tendent à prouver que les personnes qui deviennent véganes et qui le restent sont les personnes qui le deviennent pour des raisons qui sont éthiques et pas pour des raisons climatiques, qui restent de bonnes raisons, on le sait, mais en tout cas ça n'apporte pas une force de conviction qui est suffisamment forte pour pouvoir rester végane dans la durée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est éthique le climat, mais c'est pas empathique. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est l'empathie, c'est l'amour en fait. Enfin, c'est vraiment ça qui fait avancer les choses. Et donc c'est Ponto qui nous a fait devenir vegan parce que c'était devenu tellement évident que c'était une personne, que c'était un individu avec unique au monde, avec ses singularités, son caractère, son unicité, enfin irremplaçable. Une personne vraiment avec ses sentiments, avec ses rêves, avec ses stratégies pour faire bien comme il voulait, même s'il n'avait pas le droit, enfin avec son intelligence extraordinaire et même s'il n'avait pas été intelligent d'ailleurs. C'était évident parce que voilà, c'est une personne sentiente, c'est une personne vivante, parce que c'est une personne, basta. Et et en fait, c'est pour ça que ça n'a pas été difficile. Souvent, les gens m'ont dit, mais c'est parce que t'aimais pas la viande, entre guillemets. Moi, je parle plus jamais de viande. Là, c'est parce que je relate des paroles, mais sinon, je parle de cadavres. Hein, c'est beaucoup plus clair comme ça. Comme nous toutes, j'imagine, les antispécistes. Mais donc voilà ouais, t'aimais pas ça. En fait,
c'est terrible, mais moi j'ai vécu pendant très longtemps en mangeant principalement du fromage qui pue et de la charcuterie. Et en fait, ça m'a jamais manqué. Même pas au niveau du goût, et même à l'époque, parce qu'en fait finalement on est devenu végane en 2014, un truc comme ça. Et au départ il y en avait pas beaucoup des fromages, des substituts. Enfin ça commençait, mais il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui, et pas du tout aujourd'hui et demain, ou voilà, pas du tout. Il y avait pas tous ces super fromages. Alors juste pour les personnes qui connaissent pas Aujourd'hui Demain, c'est un concept store à Paris qui est à la fois une épicerie et un restaurant et qui propose effectivement plein de choses très bonnes. Oui, c'est trop succulente. Mais voilà, bref, je pense qu'il y avait vraiment très peu de choses, quoi. Enfin, je me souviens de ça. Moi, j'ai envie de rebondir sur deux choses que tu as dites. La première, c'est, je sais plus précisément quel terme tu as employé, mais je crois que tu as dit bizarrement, j'ai pas fait le lien avec le lait. Moi, je pense que c'est pas si bizarre que ça. Parce que moi je suis devenue végétarienne très tôt et pourtant je suis pas devenue végane rapidement. Et ça m'a pris presque 20 ans pour passer de végétarienne à végane. Et pourtant, je lisais des publications, j'étais extrêmement ouverte à la question. Et il m'a quand même fallu 20 ans pour comprendre que les produits laitiers, c'était de l'exploitation. Et je pense que maintenant qu'on est végane, on a l'impression que c'est quelque chose qui est su et qui est largement répandu. Mais la réalité, c'est que la plupart des personnes ne se rendent pas compte qu'en fait, les vaches dans l'industrie laitière souffrent, qu'elles meurent de façon prématurée, qu'on leur enlève leur bébé, à l'abattoir aussi, et qu'elles finissent à l'abattoir à 6 ans au lieu de 20 ans qui est l'âge de l'espérance de vie habituelle d'une vache. Et évidemment que toute la société est construite pour nous masquer cette réalité-là. Donc c'est la vache qui rit, quoi. C'est la vache qui rit, voilà, exactement. Et donc c'est pour ça que c'est difficile en fait de changer aussi, parce qu'on n'a pas les informations qui nous permettent de prendre conscience de l'ampleur en fait de cette exploitation et de la violence aussi que génère en fait le lait et tous les produits laitiers. Il y a même certains véganes qui ont tendance à dire que les produits laitiers c'est pire que la viande, parce que la souffrance, si on la quantifie en durée, finalement elle est pire pour une vache laitière qui va vivre de nombreuses années en étant maltraitée, en se voyant retirer leur enfant. Moi j'ai une anecdote terrible par rapport à ça. Ma sœur elle vit à la campagne et un été, tous les voisins se sont un peu regroupés parce qu'il y avait une ferme qui était pas très loin avec un fermier avec lequel ils étaient pas trop en contact, et en fait ils entendaient les vaches meugler et ils se sont dit mais en fait il a oublié de leur donner de l'eau. Et comme c'était la canicule, ils se sont dit mais c'est pour ça qu'elles pleurent, c'est parce qu'elles ont soif en fait. Et donc il y en a un qui dit bon allez, moi je vais, parce que c'était en haut d'une montagne, il dit bon allez vas-y, moi je prends mon courage à deux mains, je fais gravir la montagne la petite colline pour aller voir le fermier. Et en fait le fermier dit non mais pas du tout, elles ont à boire, elles ont à manger, c'est parce qu'on leur a retiré leur veau. Voilà. Donc oui, les vaches pleurent, elles pleurent l'absence de leur enfant, et c'est quelque chose, je pense, que la plupart des personnes ne savent pas. Oui, et puis alors les veaux pleurent aussi. Hein. Oui, moi j'ai vu ça dans la famille, enfin mon ex-famille, enfin ex-belle-famille, enfin bref, éloignée, il y avait un éleveur, c'est dingue de les appeler comme ça d'ailleurs. Qui est-ce que ça élève? Même pas leur compte en banque, parce que c'est des gens qui vivent une vie de merde. Sans vacances, avec des horaires à rallonge. Jamais. En se réveillant à 5h du matin, en se couchant à 23h le soir, et en n'arrivant pas à se verser de salaire, même pas à lui. Alors sa femme, qui travaille tout autant que lui, alors là, rien du tout, elle n'existe pas. Avec du coup plein de suicides, machin, mais t'as envie de dire, mais gars, fais autre chose. Mais tu te rends, enfin, donc en fait, et nous, nos impôts de vegan vont à ça, à la subvention de cette horreur. Et en fait, derrière, il y a 4 mecs qui s'en mettent plein les fouilles, quoi. Faut le préciser, c'est-à-dire qu'il y a tout un système étatique qui vient faire en sorte que ce système puisse perdurer, puisque c'est il y a complètement beaucoup de subventions, sinon ça perdurerait jamais. Versées. Exactement. Et moi, je trouve qu'un bon exemple de ça, c'est les taux de TVA. Le taux de TVA sur le beurre, il est de 5,5 parce que c'est considéré comme un produit de première nécessité, donc un produit qui exploite les vaches. Alors que la margarine, qui peut être, la plupart sont sans produits laitiers, son taux de TVA il est à 20%. Donc ça montre bien qu'il y a aussi des choix, tu vois, au niveau de l'État qui sont faits en termes de qu'est-ce qu'on favorise en termes de prix, etc. Et qui sont des choix politiques, idéologiques.
il y a une autre chose sur laquelle je souhaitais revenir que tu as dite, c'est que j'ai pas pris le temps de te présenter plus longuement, mais en tout cas parce que tu fais beaucoup de choses aussi, donc c'est toujours un peu long de tout lister. Mais parmi les choses que tu fais, en plus d'être comédienne, d'avoir ton One Feminist Show, mais je te propose d'en parler un peu plus longuement à la fin pour créer un peu de teasing. Mais tu donnes aussi des conférences de temps à autre, et je me souviens d'une conférence que tu as donnée à laquelle j'ai assisté, et elle rejoint un petit peu une discussion qu'on a eue en off juste avant de lancer l'enregistrement de ce podcast, sur le fait que parfois des gens sont très résistants et que cette résistance trahit en fait une bascule pour laquelle ils sont pas encore prêtes. Et j'en veux pour preuve une des conférences que tu as données à l'occasion du Veggie World, où tu racontais comment tu étais devenue végane et antispéciste. Et effectivement, tu as refusé d'employer le terme viande et tu employais le terme cadavre. Et à la fin de ta conférence, une des personnes qui était dans le public a levé la main. Alors je sais plus précisément quelle était sa question, ce qu'elle t'a verbalisé, mais en tout cas, c'était une femme. Et en fait, elle te disait à quel point pour elle le terme viande était plus adapté que cadavre. Et puis toi, dans ta réponse, tu réemployais le terme cadavre, et puis elle te reprenait en disant viande, et toi tu réinsistais en disant cadavre. Et moi, je me souviens que j'étais un peu tétanisée sur ma chaise, parce qu'il y a toute ma sociabilisation féminine qui fait que j'ai tendance à considérer que chaque confrontation est quelque chose que j'ai du mal à écouter et à vivre, parce que ça me fait peur, parce que on m'a pas sociabilisée à oser être dans le rentre dedans, à m'imposer, etc. Et du coup, toi, t'étais en train d'essayer d'imposer un terme, et pourtant j'étais d'accord avec toi, et quand même ça me mettait mal, parce que aussi moi je sais que souvent ce courage-là il me fait défaut, que j'essaye toujours d'arrondir les angles, que j'essaye d'être dans quelque chose d'enveloppant qui va pas trop heurter les gens. Et en fait toi t'as insisté, et à la fin, là le terme qui me vient c'est qu'elle a lâché, mais c'était pas lâché dans le sens où elle a dit ok je suis d'accord avec vous parce que vous insistez, c'est que tout d'un coup elle a accueilli le terme en fait, et elle l'a accueilli avec sincérité, et comme si c'était une révélation et que finalement ça lui faisait du bien. Et du coup je me suis dit waouh, mais en fait là Tiffaine elle a super bien joué, parce qu'elle a compris que il y avait quelque chose qui se jouait pour elle dans son refus. C'était pas un refus politique dans le sens où elle était en contradiction avec ce que tu disais, c'était un refus en fait, c'était trop énorme en fait de venir accueillir ce changement sémantique. C'était trop énorme de réaliser qu'elle mangeait des cadavres depuis des années. Ouais. Depuis toujours. C'est quand même atroce, mais c'est ça. Et après c'est aussi que voilà, moi je te dis j'ai appris à bonne école, mais après ce que je me dis c'est que on est plein de militantes, et chacune on a nos endroits de confort, c'est vite dit, mais en tout cas on a nos endroits de mécanismes où on se sait pertinente et efficace. Et moi je sais que mon endroit c'est ça, c'est un de mes endroits en tout cas, c'est de dire les choses, et voilà, et pas d'arrondir. Vous voyez, moi j'avoue, ça m'arrive d'arrondir les angles avec certaines femmes sur certains sujets, avec les hommes jamais, je vois pas l'intérêt, mais en fait c'est super aussi qu'il y ait des personnes qui soient plus pédagogues, qui soient plus diplomatiques, qui soient plus qui respectent plus les étapes aussi, qui ont des manières de dire voilà, plus enveloppantes, et qu'il y en ait d'autres qui soient davantage dans la provoque ou dans l'humour, comme moi je peux faire sur scène notamment, et voilà, et c'est super en fait, parce que on parle chacune parce qu'on va pas être sensible à toutes. Enfin, c'est ce que je te disais par rapport à M, donc qui m'a rendu, qui m'a fait passer radicalement de végétarienne à végane. Je pense que ça aurait vraiment pas convenu à un maximum de gens qui du coup se seraient dit, ouais, je me sers de ça pour me dire que les véganes c'est des faux, et voilà, des trucs comme ça. Mais moi ça m'allait, parce que pour moi, à partir du moment où on a raison, je savais que sa forme était pourrie et qu'on méritait pas d'être traité d'assassin. Enfin, si, en fait. Mais, enfin, je veux dire, pas nous, en tout cas dans notre volonté. Mais par contre, à partir du moment où elle a raison, moi j'aime me rendre compte que je me suis plantée sur un truc. Enfin, j'aurais préféré ne jamais manger de cadavre, entendons-nous. Mais en tout cas, ça me dérange pas de me dire ok, j'ai merdé, mais alors modèle géant, ça va pas du tout, je change, voilà, et je me regarderai mieux dans la glace demain. Et je pense que ça aussi, on n'en parle pas assez du gain qu'on a. On parle beaucoup, voilà. Du fait qu'on a une espérance de vie plus longue quand on est végane, donc c'est vachement mieux pour la santé, etc. On parle beaucoup des bienfaits pour le climat, pour les personnes animales, bien évidemment, pour le porte-monnaie, pour la gestion de l'eau, pour l'anticolonialisme du coup, pour lutter contre la faim dans le monde. Enfin, à tous les niveaux. Enfin, faut devenir végane là, les gens. Enfin, je veux dire, il y a zéro
zéro raison de pas devenir végane, zéro. Parce que si vous me dites oui mais j'aime bien les papilles, il y a des trucs super bons aujourd'hui, demain, allez voir. Enfin, je veux dire, pas que d'ailleurs. Enfin, il y a un milliard de trucs, même si vous habitez pas à Paris. On fait comme on veut, hein. On peut commander en ligne et voilà. Enfin, je veux dire, c'est stop. Enfin, donc il y a zéro raison. Mais un truc dont on ne parle, en tout cas pas assez, je pense, à ma connaissance, c'est du bienfait que c'est d'être cohérente avec soi-même. Mais ça change tellement de choses à l'estime de soi. Moi, je sais que ça compte énormément, en fait, de pouvoir, me regarder dans la glace, être un peu fière de qui je suis, être un peu raccord avec qui je suis, pas être dans des dissonances cognitives ou des dénis absurdes. Je préfère. Enfin, vraiment, c'est un gain absolu. Et donc, c'est pour ça que quand on est féministe, quand on est antiraciste, quand on est, quand on est positionné sur des luttes progressistes, mais comment peut-on ne pas être végane? Enfin, je comprends qu'on le soit pas encore, parce que moi non plus, il y a un moment donné où je l'étais pas encore. Bon, voilà, c'est un chemin, ok. Donc on n'a pas trop le temps de faire non plus. Il y a des personnes qui meurent là, donc c'est maintenant que vous devenez végane en fait. Enfin, en revanche, une fois qu'on connaît les infos. Pourquoi continuer à manger des cadavres et des sécrétions animales? Enfin, je sais pas, les gens, ça vous choquerait de vous accrocher au sein d'une femme, même tout à fait consentante, qui allaite pour prendre son lait. On est d'accord. Enfin, je veux dire, ou même si elle tire son lait, qu'elle vous le met dans un verre, vous auriez moyen envie de le boire. Et pourtant, là, c'est votre espèce. Mais qu'est-ce que vous faites avec des vaches et des brebis? Enfin, c'est hyper chelou, non? Donc, stop. Et puis, sans parler des œufs et compagnie, quoi. Et pour terminer, je voudrais revenir aussi sur quelque chose que tu viens d'évoquer, le fait qu'il faut qu'il y ait des stratégies différentes qui cohabitent. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a un peu fatiguée dans le milieu antispéciste, c'est que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'hommes qui intégraient ce milieu, qui avaient eu souvent une épiphanie où ils se sont rendus compte qu'effectivement ils avaient exploité des animaux, que c'était pas normal et qu'il fallait que ça cesse, et qui pensent que le monde n'est pas encore devenu vegan parce qu'on n'a pas la bonne stratégie, et que maintenant que eux sont arrivés dans le milieu, ils vont avoir la bonne stratégie. Et en pensant que les autres n'ont pas acté dans le bon sens, mais que maintenant que eux sont là, vu que c'est cohérent de devenir vegan, eux ils vont avoir la stratégie qui va finir par porter ses fruits. Et moi je trouve ça extrêmement présomptueux, évidemment, et c'est surtout que on est unique, donc on n'a pas la même chose qui va nous toucher, on n'a pas les mêmes stratégies qui vont opérer. Tu l'as bien dit, toi, la stratégie de M, elle a fonctionné pour toi, mais tu te rends bien compte que c'est pas une stratégie universelle. Et je pense que vraiment c'est la seule solution de toute manière, c'est de démultiplier les supports, les façons de procéder. Quand je te disais que moi j'avais du mal à être dans la confrontation, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi qui ai plus tendance à arrondir les angles, en fait c'est une autre façon de procéder. Les deux se valent, et c'est pour ça précisément que j'ai trouvé ta façon de procéder intéressante, parce que ça me rappelle qu'il n'y a pas la même chose qui fonctionne avec tout le monde. Oui, c'est ça, mais en fait il y aurait que la mienne ou que la tienne ou que celle de machine, ça marcherait pas parce que ça toucherait toujours qu'un seul public. C'est justement parce que elle faut s'écouter, se dire moi je suis à l'aise à un instant T avec ce type de stratégie, allez-y en fait. Mais déjà le fait de se donner l'exemple et d'être végane, en vrai j'ai véganisé plein de gens autour de moi. J'aurais dû compter. Et les gens nous le disent pas toujours, parce que moi ça commence à faire longtemps aussi que je suis végétarienne et végane, et parfois j'ai des retours de gens que je côtoie très peu, qui ont dû voir 3 pauvres posts sur Facebook, qui m'ont dit je l'avais pas dit, mais en fait je suis devenue végétarienne ou végane en lisant ça et ça et ça que t'avais écrit. Et ça fait plaisir, et on se rend compte qu'on a pu convaincre des gens par l'exemple. Ah mais clairement, moi je pense que peut-être mais si sans me tromper, honnêtement je pense que j'ai dépassé la centaine de personnes que j'ai véganisées, vraiment, que ce soit dans mes proches ou les personnes qui voient mes spectacles et tout ça, et qui me l'ont écrit. Et puis alors du coup il y a toutes celles auxquelles on pense pas, mais surtout ce qui est génial, c'est que chaque personne qui est devenue végane par ricochet, d'autres encore deviennent véganes après, et voilà, donc ça c'est super enthousiasmante, et puis de nourrir tout ça d'antispécisme ou d'animalisme, enfin en tout cas d'un propos politique. C'est pas juste je ne consomme pas, je ne porte pas de cadavres et de sécrétions, mais c'est aussi évidemment moi ça a changé ma façon d'interagir avec mes enfantes et mes enfants, puisqu'après Ponto a eu 2 petites sœurs, et oui, je dis que ce sont mes enfantes, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que quand je dis je peux pas, j'ai mes enfantes en garde.
C'est intéressant parce que quand les gens savent pas que c'est des chiennes ou des chiens, du coup c'est une super raison. Et après coup, souvent je précise pour que les gens se rendent compte que elles ou ils ont eu raison de respecter en fait ce truc-là. C'est une vraie façon d'aimer, et donc c'est une vraie famille, c'est une vraie meute. Moi je préfère l'appeler la meute parce que je n'ai pas forcément un très bon rapport avec le mot famille, mais oui, c'est et c'est des histoires qui sont magnifiques, et aussi Ponto m'a amené, en plus du véganisme et de l'antispécisme, et ça rentre dans l'antispécisme, m'a amené à me mobiliser contre les mises en race, et avec ça contre le fait d'acheter des gens. C'est-à-dire que on n'achète pas des gens, ni pour les bouffer, ni pour vivre avec, et on ne les vend pas non plus, par conséquent. Et c'est un vrai truc en fait de se mettre à lutter contre des personnes qui se font de l'argent, qui font un business, qui font un métier entre guillemets, d'exploiter des femelles très régulièrement en provoquant soit l'accouplement, soit avec des inséminations artificielles, comme subissent les vaches notamment aussi, et puis de leur faire avoir portée sur portée, ce qui, soit dit en passant, il y a encore une mortalité en accouchant pour les femelles, quelles que soient les espèces, donc aussi pour les chiennes, les chiens, les chattes, les chats, etc. Et ensuite qui se voient aussi retirer leurs enfants trop tôt, parce que plus on les vend tôt, moins on les nourrit, plus on gagne de thunes. Donc c'est des personnes qui sont pas sevrées, qui ont pas les codes, bref, et c'est aussi les personnes qui sont les plus abandonnées, bien sûr, parce que on pourrait croire comme ça que quand on a payé, on a moins envie d'abandonner, mais c'est le contraire. Quand on a payé, on voit plus la personne comme un objet. Donc, on est plus en capacité de jeter un objet que de jeter une personne. En fait, il y a aussi de plus en plus de travaux sur cette question de la mise en race. Là, on parle des chiens en particulier, mais où effectivement, on vient renforcer certaines tares et du coup accroître, baisser l'âge l'espérance de vie. L'espérance de vie. Ouais. Et puis, il y a des personnes qui ont des pathologies, typiquement tous les chiens qui ont le nez écrasé, qui ont des difficultés à respirer toute leur vie et qui finissent par mourir de détresse respiratoire, avec une moyenne d'espérance de vie de 6-7 ans, alors que normalement on est sur 13-14. C'est honteux. En Suède, je sais qu'ils ont interdit de vendre et donc de faire des élevages de ces personnes-là. Mais faudrait généraliser le processus, mais c'est une étape. Et en fait, c'est peut-être là-dessus que je voudrais finir, c'est que Ponto était croisé. Il était plus petit que les autres bouviers bernois, et il avait un poil plus labrador, et puis il avait les pattes palmées, plein de trucs qui collent pas avec le bouvier. Et puis surtout, on le sait parce qu'il a vécu 13 ans et demi. Mais il a été emporté quand même par la mise en race. Il est mort d'un cancer généralisé en 2 jours, alors qu'il était en pleine forme. Encore 2 jours avant, il avait couru avec ses sœurs et nagé, et il y a des gens qui l'avaient pris pour une jeune chienne alors que c'était un vieux chien. Il avait toutes ses capacités physiques et mentales, il était très heureux de vivre, et voilà, il est parti de manière fulgurante. Et c'est un type de cancer généralisé qui tue un bouvier bernois sur 4, et en général ça les tue à 2 ans quand c'est des pures races. Donc lui, grâce au fait qu'il était croisé, il a réussi à survivre jusqu'à 13 ans et demi. Mais s'il avait pas eu cette merde due au tard génétique, parce qu'on croise entre cousins de je sais pas quoi pour avoir des chiens qui ont des particules comme comme dans la noblesse de l'histoire de France, c'est vraiment de la folie. Tout ça pour avoir une couleur ou un type de poil, ou une utilité quelle qu'elle soit, pour l'espèce humaine. S'il avait pas eu cette mise en race, il serait toujours là. Et c'est le plus difficile deuil que j'ai eu à faire de ma vie. J'ai perdu la personne qui me connaissait le mieux, que je connaissais le mieux, qui m'aimait le plus, que j'aimais le plus, avec laquelle au cours de ma vie j'ai passé le plus de temps, avec laquelle j'ai partagé tellement d'aventures et de paysages et de complicité, et donc oui, c'est tout ça en fait. Adopter, n'achetez pas, et adopter que si vous savez que vous allez pouvoir garder, rester avec la personne, et qui va vous adopter aussi d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, il a, par cette mise en cohérence là, il a complètement changé ma vie.
Et notamment d'ailleurs toutes les personnes qui me disent oui moi j'adopte pas parce que j'ai peur des chiennes et des chiens traumatisés qui pourraient être agressives. Bon moi j'ai adopté sur les hasards des bords des routes et des abandons et des maltraitances 3 personnes, dont une où on lui a tiré dessus au pistolet à plomb et qui avait très très peur qu'on l'approche et qui aurait pu devenir agressive, enfin qu'il était un peu quand on l'a rencontré. Et en fait en 3 mois, c'est Ponto beaucoup qui l'a soigné mentalement parce qu'elle a vu à quel point il était heureux avec nous, voilà. Et avec beaucoup de douceur, on n'a jamais eu aucun problème et c'est une chienne merveilleuse. Donc non, faut arrêter avec ça. Je me souviens, j'étais allée dîner chez un ami et en fait sa chatte ne m'a pas lâché de la soirée. J'ai l'impression d'avoir vécu une histoire d'amour sur quelques heures d'une intensité sans nul autre pareil. Et je lui dis mais j'ai jamais vécu ça de ma vie là, vraiment. Moi j'adore les chats, quand j'en rencontre j'essaye toujours de voir s'ils sont d'accord pour être en interaction avec moi, je les câline autant qu'ils veulent bien de moi. Et là vraiment c'était particulier quoi, c'était une espèce de soirée hyper fusionnelle. Et mon ami me dit tu sais ça m'a pris 10 ans. Je dis comment ça t'a pris 10 ans? Il dit en fait c'est une rescapée des laboratoires. Donc voilà, on le sait pour d'autres animaux, mais il y a des chiens, il y a des chats et des chattes qui sont aussi utilisés en laboratoire. Et donc c'était une chatte rescapée d'un laboratoire sur lesquels on a fait des essais cliniques et qui était totalement traumatisée. Et il était allé rencontrer des comportementalistes, il avait vraiment cherché de l'aide. Et en fait, ce qui a fait, ça a pris du temps, c'est vrai, mais l'amour, la constance, le fait de pas forcer, de respecter le rythme de l'autre, de jamais crier, jamais forcer, a complètement métamorphosé cette personne et c'est devenu la chatte la plus câline que je n'ai jamais rencontrée. Laissez-moi vous dire que j'occasionne les rencontres, donc j'en connais beaucoup. Voilà. Beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'amour, il y a enfin c'est vivre dans le juste, enfin c'est c'est la plus belle rencontre que j'ai fait de ma vie, clairement. Et puis même c'est parce que avec lui ça avait marché, qu'il était tout parfait là, que après on a fait confiance aussi pour adopter la petite qui elle avait beaucoup souffert. Et voilà, une autre, donc sa dernière petite sœur qui était encore petite, j'allais dire une chiotte parce qu'on devrait dire ça en fait. Tu te rends compte à quel point ils nous ont retiré les noms de nos femelles quoi. Au secours, ils ont salopé les noms des femelles encore et encore. Là encore on dit chienne et chatte, mais la majorité des gens ne prononcent pas ces mots. Et donc oui, c'est aussi lui qui a permis tout ça en fait. Et c'est un débordement d'amour. Enfin, il a eu de la chance de nous rencontrer, mais on a eu tout autant de chance de le rencontrer. C'est très clair. Et pour finir pour de vrai, cette fois, on va faire quelque chose qui habituellement se fait au début, c'est-à-dire qu'on va te présenter. Okay. Mais en même temps, moi j'aime bien ça parce que ça perturbe un peu. Les gens se disent mais attends, mais qui c'est qui parle? Mais on s'en fiche parce que ce qui compte c'est d'abord le message. Tout à fait. Surtout sur ces questions-là. Et je sais que là j'ai suivi, parce que moi c'est mon premier podcast que je lance, et j'ai suivi le conseil de beaucoup de femmes qui en font déjà et qui accompagnent pour aider les personnes qui se lancent. Et parmi les conseils qu'elles donnent, aussi de se lancer en disant en fait vous allez faire des erreurs et c'est normal. Et parmi les erreurs, c'est par exemple de présenter la personne à la fin plutôt qu'au début. Mais pourquoi pas? Parce que ce qui compte c'est de se lancer. Et je pense qu'en tant que femme, on a été vraiment sociabilisé à vouloir toujours tout faire quand c'est parfait, quand on est complètement prête, etc. Voilà, il faut aussi qu'on s'autorise à se lancer puis à faire les choses dans le désordre. C'est très bien aussi. Pour de vrai, c'est un vrai concept. Une personne qui parle, on ne sait pas encore qui c'est. Voilà, c'est chouette aussi. Donc avant toute chose, tu es une amie. Voilà. Mais tu n'es pas que ça, même si pour moi c'est le plus important. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ce que tu fais et de où on peut te retrouver? Oui, merci déjà de cette possibilité d'en parler et merci aussi de m'avoir en amie, c'est merveilleuse. Alors, donc je m'appelle Tiffaine D. Donc juste une D, sans point, c'est pas une abréviation, c'est un positionnement politique contre les patronymes. Et je refuse de porter le nom de mes oppresseurs. Et donc je suis effectivement une artiste engagée, donc à la fois féministe, antispéciste, enfantiste. C'est les 3 principaux combats sur lesquels je suis positionnée, mais après aussi écoféministe, antiraciste, anticlassiste, etc., etc. Ça rentre dedans, mais disons que le cœur de mes propos, c'est vraiment féministe, antispéciste et enfantiste. Et donc j'ai 2 spectacles qui tournent un peu partout en France et dans les pays francophones, qui existent pour l'un compte à rebours en version adulte ou enfant, enfin en plein de versions différentes. Les 2 spectacles changent à chaque fois et qui sont toutes les semaines au Café de la Gare, déjà jusqu'à l'été et peut-être encore après.
depuis novembre, toutes les semaines, et donc il s'appelle Contes à rebours, une réécriture féministe des contes de fées, pas que féministe comme je viens de vous le dire, et puis aussi La pérille mortelle, où là on parle davantage de la question de la langue. Je pense que là je vous ai fait, vous avez entendu, comme justement aussi j'avais pas expliqué au début, j'ai pas osé faire tout en féminine totalement, mais ça vient toute seule. Donc je pense que vous avez eu un mixte entre parlure inclusive et féminine, universelle, mais c'est une langue que j'ai inventée où je féminise tout autant la langue qu'elle est aujourd'hui masculinisée. En fait, c'est tout simple, et ça a l'art d'énerver les masculinistes. Donc peut-être en écoutant ce podcast, vous vous dites ah mais c'est elle, la meuf cyber harcelée. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a eu ce passage au crayon média qui a mis en rang serré les trolls masculinistes, comme je les appelle, beaucoup de néo-fascistes, voilà, mais pas que, un peu de tout. Du moment que c'est des hommes, bizarrement, ça les intéresse. Donc en tout cas, voilà, et là, dans La pérille mortelle, j'emmène toute la monde en matriarcat, dans une monde où les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps, et je reprends l'actualité, et je parle de cette histoire de la langue sexiste, et ça change à chaque fois avec les dernières masculinades de l'actu. Donc là, on est pas mal sur les retraites. Puis je vais en faire une spéciale contre les cyberharceleurs, mais en inversé. Donc ouais, la pérille mortelle, c'est une one féministe show, et Contes à rebours, il y a plein de personnages, et on rit, on pleure, mais enfin les bonnes larmes qui libèrent. En tout cas, c'est à chaque fois à la fois des pièces de théâtre, des œuvres d'art, mais aussi des outils de conscientisation, de prévention des violences, et de compréhension des systèmes d'oppression, de soins et de lutte collective, d'émancipation via la sororité notamment. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'y mettre. Et Contes à rebours est aussi un livre qu'on peut trouver. Et surtout, si vous écoutez, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, parce que les masculinistes m'ont trouvé. Donc c'est mieux s'il y a aussi des gens chouettes qui me trouvent. Et donc c'est typhaine.d, ou des fois DEE, parce que D c'était déjà prise. Donc là j'ai fait D comme ça. En tout cas, merci. J'ai été ravie de pouvoir participer, et j'espère que on impulsera des changements aussi chez les gens qui nous écoutent. Et voilà, je voudrais vraiment finir en rendant chiennage à mon fils, à Ponto, qui me manque infiniment. Et un dernier mot de ma part pour dire que j'ai vu Contes à rebours plus de 10 fois. Enfin, en tout cas, tellement souvent que je n'arrive plus à compter. Je pense plus, en vrai. En fait, j'ai arrêté de compter à partir de 10. Donc, oui, là, j'ai perdu le décompte. La pérille mortelle, je l'ai vue pas mal aussi, ouais. Ouais, entre 5 et 10 fois. Et à mon avis, on est plus proche de 10 que de 5. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce sont non seulement des spectacles géniaux, mais en plus, ce sont des spectacles qui évoluent. Donc, on peut voir et revoir. Donc voilà, ne les loupez pas. Ah, c'est adorable. Et le théâtre du Café de la Gare, c'est 41 rue du Temple, en plein Paris. Mais si vous allez sur mon site, vous allez avoir les dates aussi en tournée ailleurs en France ou dans les pays francophones. Merci beaucoup, Tiphaine. Merci infiniment, Géraldine. Devenir woke.